j'ai toujours eu une fascination particulière pour les mystères. Mon cerveau adore résoudre des énigmes, et quand il s'agit de mystères non résolus, c'est encore plus intense. La carrière de légiste et d'anthropologue m'a toujours intriguée, car elle permet de révéler des vérités cachées et de démêler des histoires laissées dans l'ombre. Par contre, il y a quelque chose de frustrant avec les cold cases. C'est un peu comme un puzzle où il manquerait quelques pièces. On a une idée globale de l'image, mais on n'a pas la finalité. Ces histoires inachevées, ces questions sans réponse, laissent un sentiment d'insatisfaction qui, paradoxalement, me pousse à vouloir comprendre et savoir davantage. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 histoires de cold case qui me fascinent, qui sont troublantes et qui continuent encore aujourd'hui de me hanter. Edgar Allan Poe est un poète, écrivain, né le 19 janvier 1809 à Boston dans le Massachusetts. Il est orphelin très jeune et à 10 ans, il est adopté par une famille plus riche. À ce moment-là, il va fréquenter des écoles prestigieuses et découvrir son amour pour l'écriture. En 1845, il publie son poème Le Corbeau qui rencontre un succès. Edgar Allan Poe, de son époque et aujourd'hui, était reconnu comme un monument du romantisme aux États-Unis. Maintenant que je vous ai parlé un peu de sa vie, on va parler de sa mort. Nous sommes le 4 octobre 1849 dans la ville de Baltimore, dans le Maryland. Et c'est là, dans un caniveau resté ouvert, qu'on retrouve Edgar Allan Poe, inconscient. Il a été battu, son chapeau est en lambeaux, et ceux qui le connaissent bien remarquent aussi qu'il n'est pas habillé comme d'habitude. Edgar Allan Poe est quelqu'un de très méticuleux sur son apparence. Donc quand on va le retrouver avec un costume qui n'est pas fait pour lui, avec des coutures médiocres et même des trous, les gens vont s'interroger. On l'emmène à l'hôpital et à ce moment-là, il délire complètement. Personne n'arrive à lui faire dire quoi que ce soit. 4 jours plus tard, le 7 octobre 1949, à 40 ans, Edgar Allan Poe décède d'une congestion cérébrale due à un abus d'alcool. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver au poète? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a pris un train le 27 septembre. Ensuite, on l'a retrouvé le 3 octobre. Et entre ces 2 dates, on n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé. Edgar Allan Poe était connu pour avoir des soucis avec l'alcool. Il avait réussi à arrêter, mais depuis le décès de sa femme de la tuberculose, il est replongé dans l'alcool. Plusieurs avancent une théorie. Les avis divergent, mais on sait que Edgar Allan Poe devait se rendre à Philadelphie ou à New York. Il prend le train pour aller jusqu'à Baltimore, où il a une connexion avec un autre train. Disons qu'il manque ce train et qu'il tombe sur des connaissances. Là, il va les suivre, aller manger avec lui et abuser de l'alcool. Ensuite, il va errer dans les rues de Baltimore, se faire attraper par un gang et se faire tabasser, puis on va l'abandonner dans un caniveau. C'est une des théories les plus admises, mais personnellement, moi, elle ne me satisfait pas du tout parce qu'il y a beaucoup de suppositions. Déjà parce qu'on n'a aucune idée de si Edgar Allan Poe avait vraiment des connaissances à Baltimore. Puis cette théorie, elle n'explique pas pourquoi est-ce qu'il était habillé de cette façon. On le rappelle, c'était quelqu'un de très méticuleux. Alors pourquoi porter un veston d'aussi mauvaise qualité, un costume troué et que son chapeau ait été complètement en lambeaux? Ça vient pas vraiment répondre à toutes nos questions. En 1995, il y a un médecin de l'université du Maryland qui avance que Edgar Allan Poe serait peut-être mort de la rage. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, on dit qu'il aurait développé des tremblements, des délires et qu'il aurait commencé à avoir des hallucinations. Et effectivement, ces symptômes pourraient être apparentés à ceux de la rage. Cette théorie, elle répond à peut-être plus de questions qu'on aurait sur son état de santé arrivé à l'hôpital, mais par contre, moi, elle me convainc pas encore une fois à cause de cette histoire de costume. Mais il y a une troisième hypothèse qui, selon moi, remplit plus de critères. À Baltimore, dans l'époque où est-ce que Edgar Allan Poe s'y est rendu, il y avait les élections pour le shérif de la ville. Et à l'époque, quand il y avait des élections, il y avait une pratique qui existait qui s'appelle le cooping. Le cooping, ça consiste à attraper un inconnu au hasard dans la rue, le tabasser, le saouler et le droguer, pour ensuite l'emmener à des bureaux de vote pour qu'il puisse voter pour le candidat qu'on a choisi. Puis ensuite, on n'avait qu'à changer les habits de la victime pour le faire revoter plusieurs fois de suite
au même bureau de vote. Il y a les journalistes du Baltimore Sun qui ont mené l'enquête. Et selon des vieux documents d'archives, avant de mourir, Edgar Allan Poe aurait prononcé le nom Reynolds. Et ce monsieur, Reynolds, d'après les registres de la Société historique du Maryland, aurait été le juge des élections d'un bureau qui était juste à côté de là où on a retrouvé Edgar Allan Poe dans le caniveau. Peut-être qu'en prononçant ce nom, Reynolds, Edgar Allan Poe espérait peut-être qu'on retracerait ceux qui l'auraient agressé. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, cette histoire est un cold case. On n'aura jamais la réponse sur qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Personnellement, pour moi, l'hypothèse qui me convainc le plus, c'est celle du couping. Honnêtement, c'est celle qui répond à le plus de questions qu'on avait. Son accoutrement, pourquoi est-ce qu'il était autant alcoolisé, pourquoi est-ce qu'il avait eu l'air d'être battu. Mais malheureusement, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire. Pour notre prochaine histoire, je vous emmène à la mer de Salish. La mer de Salish est vraiment à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Elle s'étend de Vancouver jusqu'à Seattle. Et de 2008 à 2019, la mer de Salish a été le théâtre d'événements très étranges, car on y a retrouvé 21 pieds humains coupés. Et ce qui est particulier avec ces pieds coupés, c'est qu'ils sont encore dans les chaussures. Mais pourquoi est-ce qu'on retrouverait autant de pieds seulement à la mer de Salish ? Pourquoi est-ce qu'on retrouve que les pieds et pas les corps ? Aussi, à qui appartiennent ces pieds ? On va essayer de répondre aux plus de questions qu'on peut se poser. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on retrouverait que des pieds ? Pour répondre à cette question, il y a la co-directrice du Centre de recherche criminalistique, Gail Anderson, qui a fait des recherches. Elle a fait des expériences qui consistaient à mettre des carcasses de cochons dans des cages et à les mettre au fond de la mer de Salish. Ce qu'elle explique, c'est que normalement, un corps immergé dans l'eau prend des semaines, voire des mois à se décomposer. Mais dans la mer de Salish, dû à sa faune et sa flore et à son taux d'oxygène, les corps ne prennent que 3 à 4 jours à se décomposer, ce qui est un temps de décomposition record. Ensuite, elle compare l'ossature d'un pied à celle d'une main. Votre main est composée de plusieurs petits os, votre pied aussi. Et quand on arrive au terme de la décomposition, qu'il n'y a plus de peau, de muscles, de cartilage pour tenir les os entre eux, eh bien, tous ces petits os en fait vont se disperser. Aussi, Gail Anderson fait un commentaire sur le fait qu'on appelle ça des pieds coupés. En fait, c'est pas vraiment exact, puisqu'elle n'a pas remarqué de traces de coupures nettes sur les pieds, comme si on aurait utilisé par exemple une scie ou un instrument pour enlever le pied de la jambe. Ce qu'elle explique, c'est que le pied s'est détaché naturellement, donc après le processus de décomposition, une fois qu'il ne restait que les os. Ensuite, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on retrouve que les pieds, ça peut être expliqué par l'évolution des conceptions des chaussures de sport. Aujourd'hui, on privilégie des chaussures avec des grosses semelles qui sont faites en mousse avec beaucoup de caoutchouc à l'intérieur. Et ça fait que la chaussure va flotter. Donc, une fois le processus de décomposition terminé et que le pied s'est détaché, la chaussure fait en sorte qu'elle flotte et les courants marins s'occupent de les porter jusqu'aux côtes. Bon, ça c'est super, on a compris pourquoi est-ce qu'on retrouvait que les pieds, mais par contre, ça explique pas cette anomalie statistique de pourquoi est-ce qu'on en a retrouvé autant dans une zone géographique si petite. Heureusement, aujourd'hui avec l'ADN, on peut faire des merveilles. Ce qui fait qu'on a identifié beaucoup de ces personnes dont on a retrouvé les pieds. Pour la plupart des pieds qu'on a réussi à identifier, ils appartiennent soit à des victimes de suicide ou d'accidents. Mais il reste quand même quelques pieds dont on n'a aucune idée à qui ils appartiennent. Quand on est face à une anomalie statistique comme celle-ci, tout de suite on pense que la cause est peut-être humaine. Est-ce qu'un tueur en série aurait opéré dans la région et se débarrassé des corps dans la mer de Salish ? Il y a beaucoup de gens en fait qui ont accusé Robert Pickton. C'était un tueur en série canadien qui a été arrêté en février 2002 et il aurait tué 49 personnes. Il habitait dans la région de Vancouver et sa ferme était proche du fleuve Pitt qui rejoint la mer de Salish. Donc si Robert Pickton avait l'habitude de jeter les corps à l'eau, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on aurait retrouvé autant de pieds dans la mer de Salish. Mais aujourd'hui on sait que c'est pas Robert Pickton qui est la cause de tous ces pieds qu'on a retrouvés. Tout simplement parce que son mode opératoire n'impliquait pas de jeter les victimes à l'eau. Je vais pas rentrer dans les détails,
Vous irez faire vos recherches si vous êtes vraiment très très curieux. Mais Robert Pickton avait une ferme de porcs et il utilisait les porcs pour se débarrasser de ses victimes. Donc on sait à 100% qu'il les a pas jetés dans l'eau. Et du coup, pour ces pieds qu'on a retrouvés et qu'on n'a pas pu identifier, on est dans le flou total. Aussi, quelque chose qui me perturbe un peu, c'est que depuis 2019, on n'en a pas retrouvé. Donc, est-ce qu'il y a des pieds qui attendent qu'on les découvre sur les bords de la mer de Salish à des endroits plus reculés? Ou est-ce que le phénomène s'est arrêté? Et si oui, quelle en est la cause? Encore une fois, on a beaucoup de réponses, mais on n'a pas toutes les pièces du puzzle. Pour la prochaine histoire, je vous emmène avec moi à Marysville, en Californie. Et là-bas, on va aller retrouver une bande de copains. Dans notre bande, on retrouve Ted, qui a 32 ans et qui était celui qui était toujours souriant, toujours joyeux, toujours prêt à tout. Ensuite, il y a Jackie Hewitt, 24 ans. On dit de lui qu'il était un peu limité intellectuellement. Il n'était pas capable de lire, d'écrire ou d'appeler au téléphone, mais ça c'est pas grave, parce qu'il y avait toujours Ted près de lui pour l'aider. C'était un peu comme son grand frère. Il y a Bill Sterling, qui était croyant. Lui, ce qu'il aimait faire, c'était lire la Bible aux patients d'hôpital psychiatrique. Il travaillait comme plongeur et c'était le seul à vivre en appartement. Il y a Jack Madruga, qui est un vétéran du Vietnam, qui est le seul à avoir une voiture dans le groupe. Il avait une Mercury Montego 69 qu'il aimait plus que tout au monde. Et pour finir, le dernier à rejoindre le groupe, c'est Gary Mathias. Gary, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam aussi, mais il a été renvoyé pour problèmes psychiatriques, parce qu'il a développé une schizophrénie après un abus de drogue. On dit qu'il avait une tendance au comportement violent, mais que depuis 2 ans il était sous traitement et qu'il n'y avait pas eu d'incident. Nos 5 amis, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils fréquentaient tous le centre d'aide par le travail, The Gateway. En gros, c'est un centre qui aide les gens avec des problèmes psychiatriques ou autistes pour les aider, grâce au travail, à se faire des amis et des relations sociales. Donc c'est là que nos 5 amis se sont rencontrés et ils faisaient même partie de l'équipe de basket des Gateway Gators. Parce que la deuxième chose qu'ils ont en commun, c'est le sport. C'est des fans de basketball. Et là, les garçons sont super contents parce qu'ils apprennent que leur équipe préférée, les UC Davis, vont jouer un match le 24 février 1976 à Chico, qui est à peu près 1 heure de chez eux. Mais il y a un problème. Leurs familles sont pas d'accord pour qu'ils aillent au match. Parce que le lendemain, le 25 février, ils doivent jouer un match qui est très important. Mais les garçons trouvent les mots pour rassurer leurs parents, ils leur disent que de toute façon ils vont rentrer ce soir même, c'est sûr, ils n'ont pas envie de rester trop longtemps là-bas et tout devrait être bon pour le lendemain. Les parents se laissent convaincre et ils laissent aller les garçons. Mais au matin du 25, lorsque toutes les familles vont aller voir si les garçons sont rentrés, ils vont se rendre compte qu'aucun des garçons n'est là. La plupart d'entre eux, en plus, avaient préparé leurs vêtements pour le match du lendemain, et pourtant, aucun d'eux n'était rentré. Donc tout de suite, il y a une alarme qui se déclenche dans la tête des parents, et toutes les familles, en fait, vont s'appeler les unes les autres pour voir si un des garçons serait rentré, s'ils auraient tous passé la nuit chez un d'entre eux, et puis non. Personne n'a vu les garçons. Donc tout de suite, ils vont aller à la police, et la police va leur expliquer que comme ce sont des adultes, il faut qu'ils attendent 24 à 48 heures avant de signaler leur disparition. Et même si les familles ont insisté sur le fait que c'était des garçons avec des limitations, la police n'a rien voulu savoir. Les familles vont donc attendre 24 heures interminables avant de retourner à la police, qui vont cette fois-ci déclencher les recherches. Premièrement, ce que les policiers vont faire, c'est aller à Chico au match et voir si les garçons étaient vraiment au match. Sur place, on va confirmer la présence des garçons, comme quoi ils étaient vraiment là, parce qu'ils étaient particulièrement enjoués et contents d'être là, donc les gens les ont remarqués. Mais le 28 février, soit 3 jours après la disparition des garçons, il y a un ranger qui va retrouver la voiture de Madruga. Mais il y a un problème. La voiture a été retrouvée dans le secteur de la forêt de Puma, soit à 100 km dans la mauvaise direction. La forêt de Puma, c'est en montagne, on est à 1200 mètres d'altitude et les gens de la région le qualifient de no man's land. La voiture était embourbée dans 30 cm de neige. La fenêtre avant du conducteur était baissée et il manque les clés. Si vous vous souvenez bien, quand je vous ai parlé de Jack Madruga, le conducteur, j'ai vraiment mis l'emphase sur le fait que sa voiture, c'était son bijou. Il aurait tout fait pour sa voiture.
Donc le fait de l'avoir abandonné là, avec la fenêtre ouverte, c'est vraiment bizarre parce que il y allait avoir des dommages à la voiture. Aussi, pourquoi avoir emprunté une route forestière complètement cabossée dans un mois de février enneigé par un temps de tempête, 100 km dans la mauvaise direction, c'est complètement illogique. Ensuite, dans la voiture, on va retrouver des bonbons ainsi que du lait. Les policiers vont donc retracer qui est le distributeur de lait pour lui demander ses clients. Puis, ils vont aller dans un espèce de petit magasin où est-ce que le vendeur va leur dire que, effectivement, la nuit du 24, il a vu des jeunes venir et acheter des bonbons et du lait. Donc, à ce moment-là, on va lancer des recherches. Pendant le mois de février, c'est pas évident, mais à partir du mois de mars, ça va vraiment s'accélérer et il va y avoir jusqu'à 200 personnes qui vont participer aux recherches. On va faire un autre bond dans le temps et on va aller au 4 juin 1978. Une bande de motards qui font un tour dans la forêt sentent une odeur horrible. Ils vont essayer de voir où est la source de l'odeur et ça va les mener jusqu'à une caravane de rangers. Ils remarquent qu'une vitre a été cassée et ce qui est troublant, c'est qu'on dirait qu'il y a quelqu'un dans le lit. Donc tout de suite, ils vont appeler la police. La police va arriver sur place et en entrant dans le mobil-home, ils se rendent compte qu'en fait, c'est Ted Wires dans le lit. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il est dans plusieurs couches de couverture, comme si, vous savez, quand vous prenez soin de quelqu'un qui est malade et que vous voulez vraiment qu'il soit au chaud, donc on dirait vraiment que quelqu'un l'a enveloppé dans les draps. Ensuite, la deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'il a perdu vraiment beaucoup de poids, entre 40 à 45 kilos. Puis le soir de sa disparition, le 24, il était rasé de près, et là, quand on l'a retrouvé, il avait une longue barbe. Les médecins légistes ont dit qu'il avait survécu entre 8 à 13 semaines. Ted Wires serait mort de faim à 30 km de la voiture de Madruga. Dans la famille des garçons, il y avait des chasseurs qui avaient l'habitude d'aller chasser dans la forêt de Puma. Et eux, en fait, ils ont été dire à la police qu'il faudrait peut-être aller voir les caravanes de rangers, parce que comme abri, ça aurait pu être une bonne idée de s'y rendre. Sauf que la police, elle a complètement sous-estimé les garçons. Pour eux, c'était impossible qu'ils se rendent jusque-là, à cause de leurs limitations. Ils n'ont pas cherché assez loin. Le 6 juin 1978, soit 2 jours après la découverte du corps de Ted, on découvre à 10 km au sud de la caravane Jack Madruga, Bill Sterling et Jackie Hewitt. Malheureusement, avec le temps et les intempéries, quand on est arrivé pour les retrouver, il restait que les os. Ce qui fait qu'on n'a pas pu voir s'ils auraient eu des traces d'échymose ou des coups qui auraient été portés. Les squelettes sont intacts, donc on va penser qu'ils sont morts de froid et de faim. Ensuite, on va étendre les recherches jusqu'au 19 juillet 1978 avant de complètement arrêter de chercher. Si vous avez fait le compte, on a retrouvé 4 corps. Sauf que moi, depuis le début, je vous parle de 5 garçons. En effet, c'est parce qu'on n'a jamais retrouvé Gary Mathias. Pourquoi est-ce que Mathias est manquant? Pourquoi s'être enfoncé aussi loin dans la forêt? Pourquoi ne jamais être descendu? Comment ils ont fait pour pas se rendre compte qu'ils allaient dans la mauvaise direction? Pourquoi la police n'a pas fouillé les caravanes avant? Vous y attendez, c'est une vidéo qui parle de Cold Case. Donc malheureusement, j'ai pas de réponse définitive à vous apporter, mais on peut aller explorer quelques hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'ils auraient été contraints par la peur et par la force de monter dans la montagne. Gary Mathias, qui manque à l'appel, était connu pour avoir eu des problèmes vis-à-vis de son comportement violent. On sait que depuis 2 ans, il prenait un traitement pour sa schizophrénie et que ça l'avait beaucoup aidé à maîtriser sa colère. Mais est-ce que quelqu'un aurait peut-être voulu se venger de lui pour quelque chose de commis dans le passé? Imaginez que quelqu'un avec des mauvaises intentions envers Mathias le suive jusqu'à Chico au match et qu'ensuite en redescendant, il les intercepte et qu'il force les garçons à monter dans la montagne. Et ce, en les menaçant que s'ils redescendent, ils vont s'occuper d'eux. Les garçons auraient été effrayés et se seraient enfoncés dans la montagne enneigée jusqu'à ce que la voiture soit coincée dans la neige et qu'ils soient obligés d'aller dans la forêt. Mais dans ce cas-là, pourquoi être restés aussi longtemps? Peut-être qu'ils avaient peur de descendre? Peut-être que leurs agresseurs aussi ont retenu Gary Mathias contre son gré. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas retrouvé. Mais pour moi, cette théorie, elle manque un peu de corps. Parce qu'on n'a aucune idée de si Gary Mathias avait eu des problèmes récemment avec des gens. Comme on l'a dit plus tôt, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu d'incident et qu'il allait bien. Ensuite, il y a l'hypothèse de la police.
La police, elle, pense que Madruga et Bill sont les premiers à être tombés dans la neige d'épuisement et qu'ils sont morts de froid. Ensuite, Jackie aurait continué un peu à marcher, puis se serait évanoui à son tour. Ted et Gary, qui sont des vétérans, seraient arrivés jusqu'à la cabane dû à leur entraînement. Puis, comme Ted est trop faible, peut-être que Gary l'aurait enroulé dans des couvertures, pris soin de lui pendant quelques jours, et au bout d'un moment, il serait parti chercher de l'aide. Ce qu'il faut noter, c'est que les chaussures qu'on a retrouvées dans la caravane, c'est pas celles de Ted. Ted, il avait vraiment une paire de bottes, et on pense qu'en fait, Mathias aurait pris les bottes de Ted et qu'il aurait laissé ses baskets pour être mieux chaussé. Peut-être qu'il s'était dit qu'avec les bottes de Ted, il pourrait faire plus de chemin et ainsi chercher de l'aide. Cette théorie, elle tient un peu la route, mais je trouve que la police ignore beaucoup de choses qu'on sait sur l'affaire. Déjà, le fait que Ted a survécu entre 8 à 13 semaines, donc ça va pas avec la théorie comme quoi Gary serait parti tout de suite et qu'il aurait laissé Ted en plan. Après, je me permets de partager personnellement ma théorie. Je crois que les garçons sont tous arrivés au mobil-home. Dans le mobil-home, il y avait des conserves. Et on sait que certaines conserves ont été ouvertes, mais il y en a beaucoup qui ont été laissées et qui n'ont pas été touchées. Les familles, eux, répondent en disant que si les garçons auraient cru que c'était du vol, ils n'auraient pas touché aux conserves. Donc peut-être que certains des garçons en ont mangé, d'autres pas, et puis peut-être qu'au bout d'un moment donné, ils se sont dit « bon, on peut pas rester là, il faut qu'on sorte ». Sauf qu'étant déjà affaiblis, Madruga, Bill et Jackie sont morts peu de temps après avoir quitté la caravane. C'est pour ça qu'on les a retrouvés à l'extérieur. Comme les garçons ne reviennent pas, Ted et Gary se disent qu'il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose et qu'ils se bougent, sinon ils vont y passer. Ted étant trop faible, Gary l'entoure dedans des couvertures et prend ses bottes pour lui dire qu'il va aller chercher de l'aide et qu'il revient vite. Malheureusement, Gary n'est jamais revenu et Ted a fini par succomber. Personnellement, je préfère ma théorie à celle de la police, puis c'est pas seulement parce que c'est ma théorie, mais parce que je trouve que la théorie de la police écarte beaucoup trop d'éléments. On sait que les garçons ont mangé quelques rations de nourriture, donc on sait qu'ils ont survécu un certain temps. On sait que Ted a survécu de 8 à 13 semaines. Donc c'est pas logique de penser qu'il est mort dans la caravane tout de suite en y arrivant et que ensuite Gary Mathias est parti. Mais en reparlant de Gary Mathias, il y a beaucoup de gens qui lui mettent tout sur le dos. Comme quoi ce serait de sa faute si les garçons se sont perdus, c'est de sa faute s'ils se sont retrouvés aussi loin. Si on l'a pas retrouvé, c'est parce qu'il s'est enfui puis qu'il a laissé les garçons en plan. Même qu'il y a certaines des connaissances des garçons qui pensent avoir vu Mathias dans plusieurs endroits publics. Sauf qu'il faut se rappeler que Mathias aussi était vulnérable. Et sans son traitement, peut-être qu'il aurait été pris dans une folie paranoïaque et puis qu'il n'aurait pas été capable de sortir de son délire. Et c'est peut-être à cause d'un délire paranoïaque justement qu'il est sorti de la caravane, comme ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas son traitement. Et personnellement, je pense pas qu'avec les éléments, le fait que ce soit en février comme ça, qu'il y ait eu une tempête de neige, que les conditions étaient vraiment pourries, qu'il y avait personne aux alentours, vraiment, je crois pas que ça aurait été possible pour lui de s'en sortir et d'être encore vivant aujourd'hui. Et je sais que c'est frustrant, mais encore une fois, on sait pas du tout ce qui s'est passé. À moins que je me trompe complètement et que Gary Mathias soit vivant à quelque part et qu'il détienne la vérité des événements, mais sinon, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Pour cette vidéo, en fait, je connaissais déjà l'histoire des disparus de Yuba depuis plusieurs années. Et il y a peut-être quelques semaines, voire quelques mois, Netflix a sorti une nouvelle série sur des mystères qui s'appelle Dossier de l'inexplicable. Et il y avait un épisode de 48 minutes consacré aux 5 disparus de Yuba. Puis je sais pas pour vous, mais quand on connaît une histoire criminelle et que enfin on peut mettre des visages sur les noms qu'on a entendus, parce que là vraiment on va voir les familles, on parle avec eux, on parle avec le policier aussi qui était en charge de l'affaire, ça permet d'avoir un œil différent en fait sur l'histoire. Et ce qui est vraiment ressorti en fait de cet épisode, pour moi en tout cas, c'est la souffrance des familles face au manque de réponses qu'ils ont. Ça, et un autre point aussi qui m'a extrêmement touchée, le documentaire s'y attarde à la fin, et donc je vais le faire aussi parce que c'est important, mais c'est le traitement médiatique et le traitement que la police a fait aux garçons. Comme on a pu le voir dans ma vidéo, en fait, c'était 5 garçons avec des problèmes psychiatriques qui s'aidaient tous les uns les autres. Puis c'était vraiment à différents niveaux, parce qu'on voit que Mathias, lui, était carrément schizophrène, tandis que Ted, à côté, sa famille le qualifie seulement d'un peu plus lent.
On peut mettre ça sur le dos qu'on était dans les années 70, 80, qu'il n'y avait pas assez de connaissances dans ce milieu-là et puis qu'ils n'étaient pas encore reconnus assez bien dans ces années-là. Mais moi, personnellement, je trouve ça inadmissible. Imaginez, vous vous réveillez le matin, vous voyez un article sur un de vos proches et on le qualifie d'attardé. Non seulement ça, mais aussi à cause qu'on les a traités comme ça d'attardés, que ce soit dans les médias ou par la police, ça fait que peut-être qu'il n'y a pas eu autant d'efforts qui ont été mis dans les recherches. On l'a vu plus tôt, les policiers connaissaient les caravanes, ils savaient que les caravanes étaient à 30 km, mais pour eux c'était impossible que des, ouvrir les guillemets, attardés, fermer les guillemets, se rendent jusque-là. Et c'est en les sous-estimant comme ça qu'ils les ont mis encore plus en danger et qui a fait qu'on n'a pas pu les retrouver. Les familles, dans le documentaire, soulignent à quel point c'est une douleur quotidienne de savoir que les garçons étaient sûrement là de 8 à 13 semaines, encore selon la barbe de Ted. Je sais que je me repose beaucoup là-dessus, mais c'est factuel. On peut s'y reposer sur ça. Qu'ils étaient encore vivants à ce moment-là, ça les bouleverse, parce qu'à ce moment-là, ils étaient en train de les chercher. Beaucoup vont dire, oui, s'ils savaient qu'ils étaient là-bas, ils avaient qu'à y aller. C'est vrai, mais ils se reposaient sur la police, c'était eux les professionnels. C'est une histoire qui vient beaucoup me toucher vraiment à cause du traitement injuste qu'ils ont eu dans la presse, mais aussi à cause de la police qui les a complètement sous-estimés, de se dire qu'on aurait peut-être pu les retrouver. Déjà moi, ça m'empêche de dormir la nuit des fois, mais j'imagine même pas les familles qui ont participé aux recherches. Et malheureusement, ce pattern-là, ces comportements-là, c'est des comportements qu'on va retrouver dans beaucoup de cold cases, qu'il y a eu des erreurs en début d'enquête et puis qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'affaires comme ça qui datent des années 70, 80, voire même 90, dont on espère avoir la finalité en espérant que la science un jour soit capable de nous apporter des réponses. Mais des fois, c'est dur à avouer, mais il y a des mystères dont on n'aura jamais la réponse. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là, et désolée pour mon aparté à la fin, mais pour moi c'était très important d'en parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour me remercier, vous pouvez me mettre un petit pouce. Je vous dis à la prochaine vidéo qui va être sur les mystères de l'espace. Et puis c'était Emma de Mystère. Ciao!